Je vais tomber sur une interview très intéressante de Nathalie Yam. Ne peuvent arriver à la tête de l'État que les gens que le système a validés. On ne présente plus son travail sur la souveraineté de l'Afrique et généralement j'écoute ces interviews avec grand intérêt et c'est toujours des pépites parce que j'y apprends énormément de choses. Franchement, elle fait un travail magnifique, mais particulièrement cette interview-ci est intéressante. C'est une interview où on lui pose des questions plus intéressantes les unes que les autres. On vous reproche aussi de ne pas trop parler du Cameroun. J'ai sélectionné quelques questions ici qui m'ont marqué et donc j'aimerais juste un petit peu commenter et ensuite on vous mettra l'intégralité de l'interview qui est franchement chaque Africain devrait pouvoir regarder cette interview et comprendre les enjeux de notre société. Surtout lorsqu'on lui pose la question de savoir vous êtes camerounaise mais vous ne parlez jamais du Cameroun qui est parfois le même reproche que vous me faites sur cette chaîne. Écoutons sa réponse. Alors, un symbole du néocolonialisme actif. On vous reproche aussi de ne pas trop parler du Cameroun. Oui, parce que je ne considère pas que le Cameroun est mon pays. L'Afrique est mon continent. Et les divisions qui ont eu lieu à Berlin en 1884, là, moi, je ne me reconnais pas dans cette séparation. Par hasard, je suis née d'une personne qu'on définit comme étant un Camerounais et d'une personne qu'on définit comme étant une Suissesse. Mais moi, j'ai toujours appartenu à l'Afrique d'abord. Donc, mon combat, c'est pas pour mon pays, c'est pas pour mes ambitions personnelles, parce que, bon, comme j'ai un passeport camerounais, je ne peux devenir présidente qu'au Cameroun, donc je vais focaliser mes efforts sur le Cameroun. Non, je me bats... C'est pas ça l'esprit panafricaniste. Non, pas du tout. Vous savez, vous dites qu'on me dit souvent, on me reproche que je ne parle pas suffisamment du Cameroun. Vous ne pouvez pas frustrer un panafricain en lui disant, va d'abord parler dans ton pays. Le panafricain, là, c'est l'intégration de l'Afrique. Tout est son pays. Donc, c'est vous que ça énerve. Mais moi, là, je suis sereine. Hein. Voilà, on va parler à présent de l'AES. En effet, je voulais qu'on s'arrête sur ce point-ci particulièrement, qui est souvent le reproche qu'on me fait, à savoir, Aniel, tu ne parles pas beaucoup du Cameroun, va parler de vos affaires au Cameroun. En tout cas, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question, justement en lien avec la réponse qu'a également fait Nathalie Yam, et ensuite, on va continuer la suite de l'interview. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture, promotrice de l'entreprise Africa Food Industries, spécialisée dans la production et surtout la transformation de poissons au Cameroun. Si c'est un thème qui t'intéresse, que toi aussi tu souhaites te lancer dans le domaine, avoir des informations, tu es au bon endroit, tu likes et tu t'abonnes, et en bas de la description, découvre tous nos liens pour à la fois rejoindre notre groupe Telegram, aller regarder qu'est-ce que nous faisons sur notre académie et tout ce contenu que je mets à disposition pour réellement informer un maximum de personnes sur la pratique de la pisciculture, mais pas que. Aujourd'hui, comme le dit bien Nathalie Yam, nous sommes dans l'éveil des consciences. Et c'est également ce que dit le président capitaine. Et au fur et à mesure, lorsque je relais de plus en plus les informations du Burkina Faso, parce que je suis passionnée par ce qui se passe dans ce pays, comme tous d'ailleurs. Et d'aucuns viennent souvent me dire, non Aniel, pourquoi tu parles seulement du Burkina Faso, tu ne parles pas du Cameroun? Et la réponse de Nathalie Yam ici est à peu près la même que je fais souvent sur la chaîne, en vous disant, pourquoi vous voulez que nous on se cantonne en un seul pays ou alors en un seul quartier, comme disent souvent certains, parce que l'Afrique c'est un pays. Et les divisions qu'on a fait à la conférence de Berlin en 1884, on n'était pas là. Donc moi je ne me considère pas seulement comme Nathalie me dit, par le hasard, il se trouve que par hasard je suis née au Cameroun d'une père et d'une mère camerounaise, mais j'aurais pu naître n'importe où. Toi-même qui m'écoutes, tu aurais pu naître n'importe où. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on déplore ou lorsqu'on dénonce les mots, lorsqu'on décrit ce qui se passe au pays et ce qu'on aimerait changer, c'est la même chose dans la majorité de nos pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une lutte où chacun va se battre pour son petit quartier, pour son petit carré. Et c'est exactement ce qu'est en train de dire Nathalie Yam. Si vous voulez appeler ça panafricanisme ou quoi, mais
Aujourd'hui, il y a des Noirs qui se battent partout dans le monde pour le respect des droits des Africains. Ils ne sont pas forcément même du continent, ou d'autres ont quitté le continent il y a longtemps. Donc toutes ces considérations-là, c'est encore pour nous ramener, comme disait l'autre, à des considérations individualistes, qu'on se bagarre entre nous et finalement qu'on ne soit concentré que à nos petites maisons, nos petits quartiers, nos petits pays. Parce qu'à l'échelle du monde, un pays comme le Cameroun, tout seul, c'est très petit. Mais à l'échelle du monde, un continent comme l'Afrique compte justement grâce à sa population et également à ses richesses. Donc ce qu'est en train de faire aujourd'hui le président capitaine, ne me dites pas qu'il se bat seulement pour le Burkina Faso, il se bat, il a compris. Et je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, il est en train de se battre pour toute l'Afrique. Donc, pour ceux qui viennent me reprocher de ne parler que du Burkina Faso, souffrez un peu, mais je veux continuer à parler de ce pays parce que c'est lui qui inspire en ce moment. Donc, un autre point très intéressant de son interview qui m'a grandement intéressée, c'est lorsqu'on lui parle de la définition de l'Africain. Qu'est-ce qu'un Africain moderne aujourd'hui? Parce qu'on nous a tellement dit, oui, les Africains aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Comme je le disais, dans certains pays, on nous dit qu'on vit sous le seuil de moins de 2 $ par jour. Donc, je vais retrouver l'extrait et on va essayer d'écouter cet extrait-là ensemble et je commenterai juste après. Qui définit l'indice, qui définit la somme? Pourquoi nous, on est pauvres avec moins de 2 $ par jour et d'autres sont pauvres avec moins de 1 000 € par mois? Pourquoi? Pourquoi il y a cette différence? Quand vous allez dans nos villages, il y a des gens qui n'ont pas 2 $ par jour, mais ils mangent à leur faim. Ils arrivent à se soigner parce que nous avons des plantes, nous avons des connaissances qui nous permettent de soigner nos maux de façon traditionnelle. Donc, c'est quoi la pauvreté? Nous-mêmes, nous allons dire qu'un homme africain moderne, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plus de 2 $ par jour? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte un costume ou une cravate? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne doit pas faire plus de 2 kilomètres pour aller au centre de santé et se soigner correctement? De pas plus de 3 kilomètres pour aller à l'école et se former correctement? C'est à nous de mettre en place nos historiens, nos sociologues, nos économistes, nos artistes, nos penseurs et de réfléchir quel Africain voulons-nous être et d'imposer cette image-là, ce que nous allons définir là, de l'imposer aux autres, que ça leur plaise ou non. Waouh, j'ai adoré sa réponse. Pourquoi ce sont les autres qui ont décidé ou qui, je sais pas pourquoi, ont décidé que dans certains quartiers du monde, dans certains pays, le seuil de pauvreté doit être au-dessous ou en deçà d'une certaine somme. Ici en France, on vous dit c'est environ un SMIC, voilà, 1200, 1300 €. En Afrique, on va vous dire, voilà, c'est 500 €. Mais est-ce que même en Afrique, on s'est déjà posé la question de dire, voici le seuil, sous ce seuil, ça veut dire que on est dans la précarité, on est dans la pauvreté, on n'a pas encore défini nous-mêmes nos propres seuils de pauvreté. Et comme je dis, nos penseurs, nos philosophes, nos sociologues, tous nos économistes qu'on a en Afrique, ils ne se sont jamais assis pour dire, bon, compte tenu des conditions de notre pays, la réalité sur le continent, dans telle localité, et je pense que le seuil de pauvreté change en fonction des localités. Comme elle le dit, dans certains de nos villages, il n'y a pas besoin de vivre, par exemple, avec, je crois même 1000 francs par jour. Il y a moi je parle du Cameroun, dans certains villages du Cameroun, on peut vivre avec même parfois 500 francs parce que on n'a pas les mêmes contraintes. Pour manger, on a son champ, on va chercher de l'eau, on se soigne avec les plantes. Donc, ce seuil de pauvreté, effectivement, comme elle a dit, je suis très d'accord avec elle, doit être parfois redéfini en fonction de la localité où on est. Et personne n'a jamais pris le temps de faire ce travail-là en Afrique. Et c'est à nous de le faire et de pouvoir, donc, comme elle le dit, l'imposer au reste du monde. Parce que les autres nous ont imposé que non, vous devez vivre avec environ, pour être dans la moyenne, il faut qu'on dise que vous êtes riche, vous devez vivre avec 500 € par jour et même en euros. Pourquoi on met ça en euros? On pourrait mettre ça en une monnaie africaine, peut-être. Je ne pose que des questions. Et un dernier extrait, moi, qui m'a encore plus, vraiment, j'ai beaucoup appris dans cet extrait. C'est l'extrait où elle explique un petit peu l'économie. Dans quel monde nous vivons? Pourquoi l'économie est tellement importante? On parle des richesses, on parle de la dette. Donc, on va vous mettre cet extrait en suivant. Et l'AES aujourd'hui, c'est vraiment la première expérience d'intégration venue du bas, de la volonté des peuples de s'unir, où on met l'intérêt des peuples en avant, Moi, je suis arrivée au Burkina il y a maintenant une semaine. Avant ça, j'étais pendant
Ça aussi, c'est intéressant. L'AES qui est la première brique actuellement en Afrique. Voici 14, tous les autres là, ils gèrent leur monnaie. Il y a du terrorisme qui touche aussi d'autres pays qui gèrent leur monnaie et qui font ce qu'ils peuvent sans en plus se poser la charge de ne pas avoir la flexibilité de pouvoir utiliser un instrument de souveraineté pour se donner plus de moyens pour mettre fin à cette agression terroriste. L'économie, c'est un outil de souveraineté. L'économie est c'est un domaine de développement surtout, et au sein de du domaine économique, pour financer l'économie d'un pays, pour financer un État, on a en fait, comme les humains, il y a deux pieds. Il y a le pied budgétaire et le pied monétaire. Et dans le pied budgétaire, vous avez un État qui est rigoureux, qui fonctionne bien, va essayer de collecter l'impôt, va financer son fonctionnement à travers la collecte de l'impôt. Donc, pour collecter beaucoup d'impôts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que ces populations s'enrichissent et que donc la taxe qu'il perçoit chez eux sous forme d'impôts, sous forme de taxes, etc., bon, ça soit conséquent. Mais nous, on a une économie informelle où chacun se débrouille, où l'impôt par ceux qui sont riches n'est pas payé. Donc, le pied budgétaire, là, il est un peu bancal. Et pour essayer de le redresser, on va chercher la dette. On va s'endetter à l'extérieur pour pouvoir faire fonctionner l'État. Donc, ce pied-là, il est malade. Il n'est pas chic. Et puis, le deuxième pied, là, c'est la monnaie. Mais là, on n'a même pas de pied. Donc, on est unijambiste bancal. Vous voyez qu'on ne peut pas aller très loin avec ça. Donc, il faut qu'on récupère le deuxième pied. Et puis, il faut qu'on soigne le pied qu'on a encore, c'est-à-dire qu'on diminue la part de la dette et qu'on augmente la part de collecte budgétaire. Et pour ça, il faut enrichir les populations. Une économie forte, il faut créer de la richesse. Oui. C'est important. Oui. Avoir un marché. Effectivement, comme elle le dit si bien, une économie repose sur deux pieds. On a la monnaie, nous on n'a pas de monnaie, mais on a aussi également les taxes qu'on prélève sur le travail des populations. Dans nos pays en Afrique, le problème c'est que nous sommes beaucoup dans l'informel, 80% de la population dans l'informel. Et la dernière vidéo que j'ai faite, une mini vidéo où je disais que les Africains ne travaillent pas assez, les gens sont tombés dessus, non Aniel, tu racontes n'importe quoi au travail. Vous n'avez pas compris mon propos. Les Africains travaillent beaucoup, beaucoup trop, mais on transpire, on souffre, on fait des travaux manuels, mais notre travail n'est pas efficace. Ce que je voulais dire dans le fait que les Africains ne travaillent pas, c'est que notre travail ne produit pas suffisamment de richesse pour que ton travail soit efficace. Tu peux même travailler 1 heure, 2 heures par jour, mais le travail que tu fais produit de la richesse efficacement. Et nous, actuellement en Afrique, le fait que nous soyons dans l'informel, chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun se bat comme il peut pour essayer de jouer les deux bouts. Notre travail ne produit pas la richesse au sens même économique, c'est-à-dire que on va produire des richesses qui vont par exemple permettre de pouvoir transformer nos matières premières, exporter le surplus, ce qu'est en train de faire le président capitaine, et ça se passe par une organisation de l'économie, par des industries, par mettre les personnes de plus en plus dans le formel, collecter l'impôt réel, parce qu'au pays, il faut savoir que les plus riches ne payent parfois pas d'impôts. Donc c'est pas moi qui le dis, et en tout cas c'est très intéressant cette interview. Si je reste là, je vais peut-être passer toute la vidéo ici, mais je voulais quand même que vous écoutiez cette mini extrait et donner mon commentaire, parce que c'est parfois les choses que je regarde aussi sur la chaîne, c'est très intéressant, et on va vous mettre en suivant la suite de l'interview. Pour ceux qui voudront aller jusqu'au bout, allez écouter cette interview, c'est très très enrichissant. Merci encore Nathalie, franchement tu fais du bon travail, et pour vous on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Souveraineté, justice, conscience, 3 mots qui résument le combat de celle qui est dans la surface de vérité ce soir. C'est une figure panafricaniste très engagée, particulièrement admirative de la dynamique souverainiste des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. La Nginenga de Ouaga, Nathalie Yam, est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir, bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un honneur de vous recevoir justement sur ce plateau. 2015, à cette date-là, je me souviens vous avoir rencontré à Abidjan aux côtés du professeur Mamadou Koulibaly, alors candidat à la présidentielle dans ce pays qui va vivre à nouveau des élections cette année, en octobre. Alors, tout de suite, la question c'est de savoir, est-ce que le système démocratique électoraliste, pour vous, empêche
des hommes de qualité d'arriver au pouvoir en Afrique? Tel qu'il est conçu et tel qu'il est appliqué en Côte d'Ivoire ou dans nos pays, de façon générale, oui. Tout a été conçu pour sauver le système qui est mis en place. Donc, ne peuvent arriver à la tête de l'État que les gens que le système a validés. On nous met des obligations qui sont celles de parrainage, qui sont traitées de façon farfelue, où vous n'avez aucun recours. On élimine des candidatures du fait du roi. On fait des manipulations, on compte, on recompte, on re-recompte les votes en enlevant ce qu'il faut là où il faut, en ajoutant ce qu'il faut là où on en a besoin. Bref, tout le processus n'est qu'une perte de temps, une perte d'argent surtout, parce que c'est l'argent du contribuable et souvent même de la dette qui est contractée pour organiser ce genre de mascarade électorale. Donc, depuis 2015, mon opinion a évolué. En fait, bon, je me dis, il faut tenter toutes les voies. Et puis, bon, avec le temps, on regarde, on mûrit, on apprend, on reconsidère ses positions et on cherche de nouvelles solutions. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas démocrate. Ah, mais je n'ai pas du tout envie d'être considérée comme étant une démocrate. Je pense que la démocratie, certains l'ont mal compris ou on nous l'a mal expliqué. C'est-à-dire qu'on nous a présenté la démocratie comme étant la finalité de ce que nous devrions avoir. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas la démocratie, c'est le progrès, l'enrichissement des populations, le bien-être des populations. C'est ça l'objectif. Et la démocratie, lorsqu'elle est peut-être mieux pratiquée, mieux appliquée, peut être une voie pour y arriver dans certains contextes, mais elle n'est pas la seule voie pour y arriver. Il y a des pays où les populations sont bien et où il n'y a pas de démocratie, en tout cas pas comme celle qu'on veut nous demander d'implémenter en Afrique, et où ceux qui nous enjoignent de pratiquer cette démocratie vont très régulièrement et sont dithyrambiques par rapport aux performances de ces pays sans qu'il y ait une seule élection ou un seul parti politique qui y soit présent. Oui. Sankara, lui, est arrivé au pouvoir par coup d'État et a réussi à impacter le Burkina Faso et l'Afrique. Vous êtes à Ouagadougou dans le cadre justement de l'inauguration justement de ce mausolée en son nom. Quelle émotion vous anime? Quels enseignements vous en tirez? Alors, je suis très fière, très admirative de la persévérance qui a été mise en œuvre par les membres du Comité international du mémorial Thomas Sankara et les membres du gouvernement pour ne pas laisser tomber ce projet qui avait quand même reçu beaucoup d'obstacles, qui a rencontré beaucoup d'obstacles depuis qu'on l'a pensé. Et je suis touchée du fait que je vois déjà des étapes se réaliser. La dernière fois que j'étais venue, bon, il y avait eu la statue qui avait été mise en place. On ne savait pas encore comment on allait financer la prochaine étape. Aujourd'hui, c'est une étape majeure, le mausolée qui héberge Thomas Sankara et ses 12 camarades qui ont été lâchement assassinés. Et je pense que ce qui est fait en ce moment, ça les fait passer du stade de martyr au stade de héros. Parce qu'on a construit, on a lavé la honte de cet assassinat et en érigeant ce mausolée, en travaillant sur le mémorial en tant que projet global, on en fait des héros, des personnes vivantes, inspirantes, qui vont guider et superviser l'apprentissage de beaucoup de gens, la réalisation de nos rêves, de leurs rêves dont nous avons hérité. Donc, c'est une grande fierté, une grande admiration pour la persistance de tout un chacun, de tous ceux qui ont travaillé, de tous ceux qui ont contribué. Les gens ont mis la main à la poche en faisant des dons, en donnant de leur temps, en venant pousser des brouettes, en donnant du matériel, en facilitant des procédures. Et envers tout cela, je suis extrêmement reconnaissante. Alors, au passage, vous avez été décoré par le président du Faso. C'est vrai qu'il y a eu des petites polémiques autour. C'est quand même la preuve que vous avez de l'impact. En tout cas, je suis très honorée d'avoir reçu cette décoration.
qui montre que mon combat est compris par les personnes qui comptent, c'est-à-dire par le peuple du Burkina Faso et par son président. Et je suis heureuse que ce soit le cas parce que je suis convaincue que nous allons dans la même direction et que nous faisons partie de la même équipe. Vous savez, ça fait très longtemps que je suis dans ce domaine, que je plaide pour ce qui est en train d'arriver ici au Burkina et dans l'espace AES. Et pour moi, c'est déjà une immense satisfaction de voir que les choses se mettent en place comme il faut, mais en plus être reconnu comme Yenenga de Ouaga. Bon, je suis aux anges. Avec ce chapeau de saponeux sur la tête Oui. Qui vous va bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a éveillé votre conscience panafricaine? C'est de constater qu'il y avait des choses qui étaient masquées. Vous savez, j'ai toujours été très assidue à l'école. J'aimais bien aller à l'école. J'étais très désordonnée, mais j'avais de bonnes notes. Et j'ai constaté assez rapidement que les choses qu'on nous apprenait là-bas ne collaient pas à 100% avec les choses qu'on me racontait en dehors de l'école, en famille, au quartier. Et j'ai commencé à m'interroger. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Quand quelque chose m'intrigue, je fouille, je cherche, j'investigue. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, des témoignages, des choses que j'ai pu lire, m'a profondément révoltée. Révoltée parce que c'était ce que j'apprenais en dehors de l'école était violent. Et surtout parce que ce qui avait été implémenté à l'époque était caché de façon à être maintenu en vie, un système qui nous maintenait dans la pauvreté, dans la misère, dans des circonstances qui n'étaient pas dignes d'un être humain. Moi, je suis née en Suisse, c'est là que j'ai vu le jour. J'ai un papa qui est camerounais et une maman qui est suissesse. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 8 ans. Donc, j'ai vu comment les gens vivaient en Suisse. Et même si je viens d'une famille très modeste, la famille modeste en Suisse ne vit pas comme la famille modeste en Afrique. Et ce sentiment, cette différence a suscité en moi une révolte, un fort sentiment d'injustice. Et donc, je pense que c'est là vraiment la clé de mon engagement. C'est là que ça a débuté. Et puis, ça ne s'est plus jamais arrêté parce que les années passant, on trouve encore plus de choses qui sont révoltantes, qui vous mettent en rogne, qui vous disent que non, il faut changer ce système. Et puis, bon, on continue. Donc, vous avez fouillé, vous avez cherché, ça vous a révolté. Vous avez vu aussi, justement, l'engagement des dévanciers, le panafricanisme, justement, c'est dévancier ce panafricanisme qui appelle à une Afrique forte, unie et maître de son destin, bien sûr, en lien avec sa diaspora. On pourrait parler de cet engagement, notamment de cette diaspora avec des figures comme Webb Dubois, Marcus Garvey, sur le continent, Kwame Nkrumah. Vous vivez au Ghana, c'est bien ça? Non, je ne vais pas au Ghana. J'ai été expulsée en Suisse il y a quelques années de Côte d'Ivoire. J'y ai vécu, j'ai vécu longtemps. Ensuite, je suis retournée en Côte d'Ivoire en 2019, mais maintenant je suis de retour au Cameroun, entre le Cameroun et le Niger et d'autres pays en Afrique. Citoyenne africaine en tout Oui, cas. tout à fait. Oui. Donc il y a ces dévanciers qui ont mené ce combat-là. On pourra en rajouter, Sékou Touré, Patrice Lumumba. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même vision, la même conviction que ceux qui sont engagés aussi sur ce combat-là aujourd'hui? Oui. D'une certaine manière, je pense que à l'origine, le sentiment ou le courant ou le mouvement panafricaniste, c'était les gens c'est né dans la diaspora, comme vous l'avez dit, c'était des gens qui voulaient se reconnecter, rester connectés avec la terre-mère et qui se sont mis ensemble pour justement établir les passerelles de connexion, travailler dessus. Parce qu'il y a eu beaucoup de déchirements. Les gens de la diaspora sont des gens qu'on a arrachés, dont on a arraché les ancêtres à la terre, qui se retrouvent éparpillés dans le monde et qui, pour certains, ont pu entretenir les traditions qu'ils avaient
prises sur le continent et d'autres les voyaient se perdre. Et tout ça a fait qu'il y avait cette nécessité intrinsèque de se reconnecter à la terre-mère. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une dimension encore plus combattante. Le panafricanisme aujourd'hui, pour moi, c'est une lutte de libération, en plus d'une lutte de reconnexion à notre africanité et à notre intégration, mais c'est une lutte de libération, pour moi. Il y a cette dimension qui s'est ajoutée ces dernières années, qui était déjà latente à ce moment-là, mais qui est beaucoup plus exacerbée, plus en avant, avec naturellement la reconquête de notre africanité, de notre dignité, de nos cultures, de nos valeurs, de la connaissance même de nos valeurs. Il faut que les gens sachent d'où on vient. Ça s'est perdu à travers des programmes scolaires qu'on nous a imposés et que malheureusement, après les pseudo-indépendances, les pères de nos nations n'ont pas jugé nécessaire de changer. Les programmes télé avec lesquels on nous a abreuvés, les informations, la religion, enfin il y a plein de choses qui ont fait qu'on a perdu la connaissance même de nos traditions, de nos us, de nos coutumes, de notre africanité. Je ne dis pas que l'on doit s'y accrocher intrinsèquement, mais au moins les connaître, au moins en être conscient et au moins savoir que c'est ça de là où on vient. Après, on peut déployer ses ailes et aller dans le monde, mais au moins on est toujours attaché à ses racines. Sinon, on flotte et on va au gré du vent. Et généralement, ceux qui volent au gré du vent n'arrivent jamais à destination. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a compris que le socle, c'est justement la culture? Voilà. Je pense que je ne sais pas si on a compris tous, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui le comprennent aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est clair. Et je le vois surtout chez les jeunes, parce qu'à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont même peut-être plus engagés dans cette reconquête de la souveraineté, plus fiers de revenir à nos coutumes, de se revendiquer de nos coutumes, que certaines personnes qui sont plus âgées et qui sont peut-être, qui sont formatées déjà qui sont dans un certain moule et pour qui c'est très difficile, de ressortir de ce moule-là. Si, je vois une avancée. Je vois une avancée et ça me réconforte, ça me rassure et ça m'encourage à continuer. Voilà. Que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il y a plus de récupération politique, de panafricanisme intéressé, un panafricanisme plutôt orienté conquête et conservation du pouvoir aujourd'hui qu'avant? Oh, je pense rien de bon de ceux qui disent ça, parce que quand on observe l'histoire, les mouvements initiaux ont toujours été ceux qui ont intrinsèquement porté l'intégrité du combat. C'est-à-dire qu'on était dans une phase de colonisation et dans les années 50, des gens se sont réunis et ont eu des aspirations à la liberté, à l'indépendance. Ils se sont battus pour ça. Et ils ont été combattus. Et une des formes du combat, de pouvoir les faire taire, c'était de créer une dichotomie dans les indépendances. Il y avait les indépendantistes qu'on a présentés comme sauvages, radicaux, violents. Et puis on a créé des indépendantistes courtois, qui étaient compatibles avec le système. Et il y a eu donc une diabolisation de ceux qui avaient intrinsèquement porté le combat. Ils n'ont pas seulement été diabolisés, ils ont été éliminés. Je veux dire, les Lumumba, tout ça, là, les Umniobe, on les a tous vus être éliminés. D'ailleurs, pas seulement chez nous, aussi du côté du Kenya, avec les mouvements des Mau Mau et tout ça. Et puis, comme chez nous, tout se passe par cycle de 30 ans, 30 ans plus tard, les gens ont compris ont constaté surtout que les indépendances étaient factices, que ça n'a pas apporté le bien-être qui était recherché. Et ils ont de nouveau eu cette aspiration à la liberté, à la souveraineté. Et ils voulaient la démocratie. Ils ont pensé que
comme chez les Occidentaux, c'est la démocratie qui a amené le bien-être. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque, que c'était la démocratie. Ils ne savaient pas que c'était les ressources qu'on volait chez nous qui amenaient le bien-être chez eux. Ils ont aspiré à la démocratie et on leur a dicté un modèle de démocratie en 1990 à La Baule. Et ils ont appliqué ça ici. Et là aussi, il y avait ceux qui étaient intrinsèquement intéressés par l'amélioration de nos conditions de vie à travers la démocratie. Et on a créé des démocrates compatibles avec le système france-africain. Ceux qui allaient nous dire que la démocratie, en fait, c'est le multipartisme. Comme ça, on a ceux qui défendent la France-Afrique au pouvoir et ceux qui défendent la France-Afrique dans l'opposition. Et puis, voilà. Ou bien ceux qui nous ont expliqué que la démocratie, c'est le vote. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si vous biaisez les conditions de collecte du suffrage populaire, vous n'êtes pas en démocratie. Mais on a dilué le message en créant une deuxième fange de pseudo-démocrates. Et là, 30 ans plus tard, c'est le souverainisme, le panafricanisme. Nous, on a commencé à parler de ça il y a longtemps. Il y a longtemps, quand c'était plus à la mode, quand ce n'était pas redevenu à la mode. Et pour essayer de diluer notre message, de mélanger un peu les choses, on crée un autre courant de panafricanisme modéré, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les panafricanistes modérés, et on nous présente, nous, comme les diables, les gens... Oui, les radicaux, les gens qui sont intéressés, je ne sais pas pourquoi, la lutte panafricaniste nous précarise. Moi, je suis un exemple de personne que la lutte... Ça nourrit pas son homme. Ah, ça nourrit pas son homme, ça l'appauvrit, ça le met en danger, ça l'éloigne de ses proches, de sa famille, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais en fait, il s'agit chaque fois de décrédibiliser des revendications légitimes portées par des gens qui sont intrinsèquement engagés dans un combat pour l'amélioration de la collectivité. Vous, par exemple, vous dites que vous recevez, par exemple, du financement de Moscou, par exemple. Ben oui, j'entends ça. Ça fait tellement longtemps que j'entends ça. Je cherche, je demande à chaque fois où est le financement. Je prendrais volontiers le financement. Honnêtement, je vous le dis parce que quand on est dans une lutte a besoin de moyens. On ne peut pas gagner de combat si on n'a pas les moyens de la lutte. Et donc, si moi j'avais des financements qui pouvaient venir de Moscou, de Téhéran et même de Paris, hein, d'Évreux, hein, et je veux dire, pourquoi pas? Le tout, c'est ce que vous faites avec cet argent-là. La seule chose que j'ai à dire par rapport à ces affirmations, c'est que si j'étais vraiment quelqu'un qui était achetable, mais pourquoi mes adversaires ne m'achètent pas pour me faire taire? C'est tellement simple. Vous dites qu'on me paye pour un combat, ou je vous embête avec ce combat. Mais donnez ne serait-ce qu'un franc de plus que les autres, et puis vous allez voir si ça va me faire taire ou pas. C'est simple. Vous pourrez changer d'avis. Alors, comment vous décrirez aujourd'hui l'impérialisme occidental en Afrique? Il est conforme à ce qu'il a toujours été. Son mode opératoire a toujours été le même. Bon, les Occidentaux ont une vision de l'Afrique qui est très dégradante pour nous. Ils ne nous voient pas comme des humains. Ils ne voient pas l'Afrique comme un territoire sur lequel vivent des gens qui sont comme eux. Pour eux, l'Afrique, c'est un butin, un endroit où ils peuvent aller chercher des ressources, chercher ce qu'il leur faut pour s'enrichir chez eux, pour développer leur pays, pour donner du bien-être à leur population. Et nous sommes, voilà, nous sommes des gens qui sommes là par hasard. Nous ne sommes même pas les gardiens de nos ressources. Nous sommes des gens qui cherchent à éliminer. On les embête, en fait. Ils aiment l'Afrique sans les Africains. Et ça a toujours été comme ça. Ils ne nous ont jamais considérés comme des humains, comme des égaux, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, aujourd'hui par la néocolonisation et la France-Afrique.
Vous voyez, quand vous et moi, si on s'exprime sur des thématiques mondiales, ça va les déranger. Ils vont dire, mais pourquoi Nathalie Yamb se permet de parler de la situation en Ukraine ou de la situation à Gaza? Ça ne vous regarde pas, vous êtes qui? Mais vous parlez bien des situations chez nous. Tout le monde parle de la situation mondiale, mais nous, les Africains, quand on en parle, on devient des gens qui sont payés pour faire ça. On n'a pas à voir au chapitre On mondial. n'a absolument pas voix au chapitre mondial, enfin, d'après eux. Et le pire, c'est qu'il y a des gens parmi nous qui trouvent que ceux qui disent ça ont raison, qu'on n'a qu'à rester en bas. On n'a pas besoin de rester en bas. L'Afrique est grande. L'Afrique a un passé, a des aspirations, a même un présent. Il n'y a aucune raison qu'on accepte qu'on nous laisse toujours en marge de la marche du monde, alors que tout le monde vient piller chez nous ce qu'il faut pour aller développer leur monde à eux. Non. Pourquoi? Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi dans la victimisation permanente? Bon, peut-être qu'il y a certains qui se victimisent. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui se victimise ou qui victimise l'Afrique. Je dis la vérité. Alors, si l'histoire, les faits montrent qu'il y a un qui est violent et qui domine les autres et qui a fait des mauvaises choses et qui a décimé, qui a tué, qui a violé, qui a volé, qui a torturé, mais c'est la vérité, ce n'est pas une victimisation, c'est simplement de dire la vérité. Si la personne a du mal à reconnaître son statut de coupable, bon, ça ne doit pas m'empêcher de reconnaître le fait que j'ai eu à subir des assauts, à subir de la barbarie, et qu'aujourd'hui, je dis, je ne l'accepte plus, je résiste, et je rétablirai la vérité, et je vais reconquérir la souveraineté sur mon continent, mon pays, ma vie, mon avenir, mes rêves. Oui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, justement, c'est que de plus en plus, on est plus dans l'action. Oui. On ne se contente plus de décrire les faits, mais on va au-delà en posant les axes. Oui, je s'affranchir. Oui, de s'affranchir. Et je pense que c'est pour ça que je suis très reconnaissante aux leaders qu'on a ici dans l'AES. Parce que je pense qu'il y a une synergie entre ce que nous faisons et ce qu'eux font. L'éveil est essentiel. L'éveil, comprendre comment le monde fonctionne, comprendre les mécanismes de notre asservissement, de notre soumission, de notre maintien dans la pauvreté, c'est le premier pas pour agir. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous allez agir comment? Vous allez poser des actes qui vont aller nulle part. Vous savez, quand je rencontre les autorités ici dans l'AES, et même parfois des autorités à l'extérieur de l'AES, ils me disent tous que nous avons contribué à leur faire comprendre les choses. Mais on ne peut pas seulement parler, il faut à un moment donné qu'il y ait des gens qui posent des actes qui vont changer les choses. Et ces actes-là, généralement, ceux qui peuvent couper les chaînes qui nous maintiennent en bas, ne peuvent être posés que par les gens qui sont au pouvoir. C'est pour ça que c'est très important, non seulement de former des gens qui soient patriotes et courageux, mais aussi de s'assurer qu'on arrive à les installer dans les fauteuils ou sur les tabourets à partir desquels ils peuvent prendre des décisions pour couper ces chaînes-là. Et pour moi, personnellement, peu importe la façon dont ils arrivent au pouvoir, que ce soit à travers un coup d'État, que ce soit à travers une élection. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je suis antidémocratique? Non, je ne suis pas contre la démocratie. Moi, peu m'importe la façon dont les gens arrivent au pouvoir. C'est ce que vous faites pendant que vous êtes au pouvoir. De votre pouvoir. Qui m'intéresse. La qualité de la décision que vous prenez quand vous êtes au pouvoir. Si vous travaillez pour le bien-être des populations, même si on vous appelle dictateur ou même si on vous appelle comment, vous n'avez qu'à rester. Mais si vous êtes là et puis que les autres vous disent que il a gagné des élections, c'est un grand démocrate, mais que notre quotidien... Vous ne faites pas le bonheur de votre peuple. Ben, dans ce cas, vous n'avez qu'à partir dès le prochain jour. Et celui qui viendra vous dégager là, on va dire que son coup d'État était salutaire. Anti-française, vous? Écoutez, non pas anti-française, anti-État français. Et je n'ai pas eu besoin des Russes, ni des Chinois, ni de qui que ce soit pour ça, parce que l'histoire
de l'Afrique me donne suffisamment de raisons de ne pas du tout supporter la politique de l'État française. Ils ont tué, ils ont torturé, ils ont été d'une sauvagerie dont a parlé Nicolas Sarkozy, je crois, lors d'une audition devant l'Assemblée nationale, le Parlement français, qui fait que, en grandissant, vous savez, les choses qui étaient cachées là, dont je parlais tout à l'heure, ou dans ma famille, dans mon cercle proche, il y a des gens qui ont été humiliés, torturés, tués. Donc, oui, je n'aime pas l'État français et sa politique africaine. Et oui, je le considère non pas seulement comme un adversaire, mais comme un ennemi. Et la Russie est-elle une puissance bienveillante pour l'Afrique? Bon, c'est à nous de nous assurer que les gens ne deviennent pas malveillants envers nous. Mais l'histoire nous montre que la Russie n'a jamais été une puissance malveillante ou un agresseur de l'Afrique. La Russie faisait partie des 14 pays qui étaient présents à Berlin en 1884-1885, quand ils se sont partagés l'Afrique. Il n'y a pas un morceau du territoire africain qui a appartenu à la Russie. Ça ne l'intéressait pas. Il y avait d'autres coins dans le monde qui l'intéressaient plus que chez nous. Ensuite, quand on est entré dans la lutte anticoloniale, l'Union soviétique, puisqu'on était sorti de l'Empire russe pour venir dans l'Union soviétique a été aux côtés des indépendantistes. Elle leur a donné des formations, des moyens logistiques, l'asile, enfin tout ce qu'il fallait pour aider, surtout le continent africain, les indépendantistes à gagner la lutte anticoloniale. Donc là, ils ont été des alliés. Aujourd'hui encore, les Russes, puisqu'on a quitté maintenant l'Union soviétique pour revenir cette fois à la Fédération de Russie, aujourd'hui les Russes nous sont des partenaires, des alliés stratégiques pour nous. Là où ceux qui ont des traités avec nous, pour des accords de défense avec nous, qui sont supposés nous défendre ou nous aider à nous défendre ou nous former à nous défendre, nous ont maintenus dans le dénuement le plus total, la Russie a accepté de nous vendre des équipements, de nous donner des formations ou de nous vendre des formations dont nous avons besoin, de nous mettre à disposition du renseignement dont nous avons besoin. Donc, jusqu'à ce jour, la Russie n'a jamais été une puissance malveillante envers l'Afrique. Mais c'est l'occasion qui fait le larron. C'est à nous de mettre en place des mécanismes, des éléments qui vont tenir... Des balises, justement. Oui, des balises pour tout le monde, pas seulement pour les Russes, pas seulement pour les Français, pour tout le monde. Voilà la façon dont on veut qu'on interagisse avec nous. Voilà quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités. Si vous voulez faire du business avec nous, chez nous, voilà nos conditions, gagnant, gagnant, sachant que nous sommes les propriétaires de nos ressources et de nos territoires. Pour vous, la Russie n'est pas dans une dynamique parrainage? Non, je pense que non, je ne crois pas. Je pense que la Russie est dans une dynamique plus subtile au niveau géopolitique. Il y a des gens, vous savez, à Yalta en 1945, les puissances gagnantes se sont partagées le monde. Je rappelle quand même qu'à Yalta, il n'y avait pas la France parce qu'ils n'ont pas gagné la guerre. Ils ne l'ont jamais gagnée. À Yalta, les gagnants de la guerre se sont partagés le monde, ont créé des zones d'influence. Et ensuite, avec l'évolution du monde, on est arrivé au rideau de fer, à une bipolarisation du monde avec le communiste, le danger communiste selon les uns d'un côté et le danger capitaliste de l'autre. Et en 1989, le mur de Berlin est tombé en faisant momentanément disparaître cette scission du monde. Et à ce moment-là, les États-Unis et l'Occident ils ont vu une opportunité dans l'affaiblissement de l'Union soviétique, dans la disparition d'ailleurs de l'Union soviétique. Ils ont vu une possibilité pour empiéter et remettre en cause le partage du monde qui avait eu lieu à Yalta. Et les Russes n'ont pas pu réagir tout de suite parce qu'ils étaient très affaiblis.
Et ils ont attendu, et il a fallu là-bas en Russie, comme ici au Burkina ou comme au Niger et au Mali, qu'il y ait un leader qui arrive et qui ait de l'ambition et de la conviction pour son pays, qui prenne son mal en patience, qui redonne de la force à son pays pour à un moment donné dire, à partir de maintenant, vous allez respecter nos limites, vous vous êtes avancé jusqu'ici, mais si vous continuez, nous aussi on va aller vous déranger dans vos théâtres, dans vos zones d'influence. Vous avez mélangé les nôtres, on était faibles, on n'a pas pu stopper ça tout de suite. Aujourd'hui, on a pris des forces, on est debout, et non seulement on va se défendre contre vos agressions, mais on va aussi aller Niagami, vos zones d'influence là. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Et c'est dans ça qu'on est. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on ne se blague pas, comme j'entends souvent les gens dire dehors, oui, mais les Russes vont faire notre palabre. Non. Personne ne fera notre palabre si ce n'est pas nous-mêmes. Les Russes sont des alliés. Éviter notre aliénation. Oui, et puis, bon, les Russes ne sont pas... Ils ont leur territoire à défendre, ils ont leur palabre à mener. Et ils ont leur intérêt aussi. Ils ont leur intérêt. Ils sont dans les mines, par exemple. Oui, ils sont dans les mines, mais ils ont aussi des mines chez eux. La Russie, c'est le plus grand territoire de la Terre. Et il y a tout là-bas. Quand j'entends qu'on dit que les Russes sont dans les mines, ils ne sont pas dans les mines parce qu'ils nous volent les mines, comme c'était le cas des autres colons qui venaient pour piller. Ils sont dans les mines peut-être parce que, comme nous sommes dans une aliénation économique et monétaire, pour acquérir du matériel, on a besoin de leur... On ne veut pas qu'ils nous fassent des dons. On veut acheter notre matériel. Mais on avait le troc avant qu'il y ait le franc CFA. Donc, on peut prendre, c'est nos mines. Si on veut, on dit, bon, pour cette mine-là, on l'évalue à temps. Si vous nous livrez ça et ça, vous pouvez prendre ça en échange. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Bah oui. D'accord. Le Cameroun, votre pays, est-ce que ce n'est pas là un symbole du néocolonialisme actif? On vous reproche aussi de ne pas trop parler du Cameroun. Oui, parce que je ne considère pas que le Cameroun est mon pays. L'Afrique est mon continent. Et les divisions qui ont eu lieu à Berlin en 1884, là, moi, je ne me reconnais pas dans cette séparation. Par hasard, je suis née d'une personne qu'on définit comme étant un Camerounais et d'une personne qu'on définit comme étant une Suissesse. Mais moi, j'ai toujours appartenu à l'Afrique d'abord. Donc, mon combat, ce n'est pas pour mon pays, ce n'est pas pour mes ambitions personnelles, parce que, bon, comme j'ai un passeport camerounais, je ne peux devenir présidente qu'au Cameroun, donc je vais focaliser mes efforts sur le Cameroun. Non, je me bats... C'est pas ça l'esprit panafricaniste. Non, pas du tout. Vous savez, vous dites qu'on me dit souvent, on me reproche que je ne parle pas suffisamment du Cameroun. Vous ne pouvez pas frustrer un panafricain en lui disant, va d'abord parler dans ton pays. Le panafricain, là, c'est l'intégration de l'Afrique. Tout est son pays. Donc, c'est vous que ça énerve. Mais moi, là, je suis sereine. Hein. Voilà, on va parler à présent de l'AES. Comment vous voyez justement ce processus de rupture engagé par le Mali, le Burkina et le Niger? Ben, je le regarde avec beaucoup de fierté, beaucoup d'attention. Et il est clair pour moi que ça nécessite beaucoup de mobilisation, de détermination, de courage et d'intelligence. Le fait de vouloir couper les chaînes remet en cause le modèle de prospérité de ceux que nous combattons. Ils ne vont pas laisser ça arriver sans se défendre, sans attaquer, sans essayer de freiner quelque chose que j'espère irréversible. Je considère que nous sommes entrés dans un tunnel qui nous mène vers la liberté et que la seule option pour nous, c'est d'aller de l'avant. On ne peut plus s'arrêter, sinon on va rester dans l'obscurité. On ne peut pas reculer parce que derrière là, ceux qui nous attendent derrière là, si on fait l'erreur de retourner là-bas, ils vont nous... Ce n'est pas les chaînes qu'on a maintenant qui vont nous mettre, ils vont nous mettre sous une coupe pendant au moins 400 ans. On ne va pas s'en sortir. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que justement il y a un terreau fertile avec justement cette jeunesse qui semble avoir pris conscience des enjeux et qui va faire en sorte que ce schéma-là, ce chemin soit irréversible?
Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que même si des actes sont posés, la dimension éveil, mobilisation doit continuer. Parce qu'il faut que nous ayons une masse critique de personnes qui comprennent ce qu'il se passe, les enjeux, et qui les transfèrent à leurs enfants. Les gens de ma génération, là, le changement qui est en train de se faire, ce n'est pas pour nous que ça se fait. Nous, on est déjà en train de sortir. Mais ce sont les plus jeunes et nos petits-enfants. C'est pour eux que cette lutte se fait. Et c'est pour ça qu'il est important qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il est important que nous réformions nos programmes scolaires, que nous réformions notre environnement audiovisuel, que nous nous assurions qu'on ne déverse pas des mensonges, des contre-vérités, des déchets dans la tête de nos... Un travail en profondeur à faire, justement. Absolument. Pour ne pas rester superficiel, sinon dans 30 ans, on va se retrouver encore avec les... Mais exactement. Je vous ai dit que c'est tout dans 30 ans. Oui. On va se retrouver de nouveau avec des gens qui sont assis dans un fauteuil rouge et dans un fauteuil blanc et qui parlent de quelque chose qui aurait dû être consolidé depuis longtemps déjà. Et vous parlez justement du système éducatif, c'est important. Mais c'est la base, Oui. en réalité, parce que vous allez donner des armes, on peut acheter les armes, on peut équiper nos populations, on peut construire des armées fortes techniquement, mais si celui qui tient l'arme là ne sait pas vraiment qui est son adversaire, qui est son ennemi, ne sait pas où est le piège, par où ils vont passer pour nous diviser, ne sait pas que ton frère tu ne dois jamais accepter d'endeuiller ton frère pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Si on ne sait pas, on va aller nulle part, les armes vont se retourner contre nous. C'est la matrice de notre émancipation, c'est ce qu'on a dans la tête, plus ce qu'on cultive dans le cœur. C'est ça qui va faire notre force. Construire les consciences à travers un système éducatif adapté qui a comme socle justement nos valeurs, nos cultures. Absolument. Oui. Et Pour construire l'homme africain. Construire, oui. Définir même. Oui. Quel Africain nous voulons être. Parce que l'Africain que nous sommes aujourd'hui, c'est les autres qui nous définissent. On nous dit que nous sommes pauvres avec moins de 2 dollars par jour. Qui a dit ça? Qui définit l'indice? Qui définit l'indice? Qui définit la somme? Pourquoi nous, on est pauvres avec moins de 2 dollars par jour et d'autres sont pauvres avec moins de 1 000 euros par mois? Pourquoi? Pourquoi il y a cette différence? Quand vous allez dans nos villages, il y a des gens qui n'ont pas 2 dollars par jour, mais ils mangent à leur faim. Ils arrivent à se soigner parce que nous avons des plantes, nous avons des connaissances qui nous permettent de soigner nos maux de façon traditionnelle. Donc, c'est quoi la pauvreté? Nous-mêmes, nous allons dire qu'un homme africain moderne, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plus de 2 dollars par jour? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte un costume ou une cravate? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne doit pas faire plus de 2 kilomètres pour aller au centre de santé et se soigner correctement? De pas plus de 3 kilomètres pour aller à l'école et se former correctement? C'est à nous de mettre en place nos historiens, nos sociologues, nos économistes, nos artistes, nos penseurs et de réfléchir quel Africain voulons-nous être et d'imposer cette image-là, ce que nous allons définir là, de l'imposer aux autres, que ça leur plaise ou non. Oui. Et vous pensez que l'AES aujourd'hui représente quoi dans l'histoire récente de l'Afrique? Mais l'AES, pour moi, c'est le premier embryon d'intégration africaine des peuples. Parce que tout ce qui est créé, tout ce qui existe aujourd'hui, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, le CENSAD, la SADC, enfin, toutes ces choses-là, c'est l'intégration des États, dans le meilleur des cas. Et on a vu que ces États ont été créés artificiellement par des gens en notre absence. Généralement, c'est même plus l'intégration du syndicat de malfaiteurs qui est à la tête de nos États. C'est eux-là qui se réunissent et puis ils font des choses. Mais ça n'a jamais été l'intégration des peuples. Et l'AES aujourd'hui, c'est vraiment la première expérience d'intégration venue du bas, de la volonté des peuples de s'unir, où on met l'intérêt des peuples en avant, Moi, je suis arrivée au Burkina il y a maintenant une semaine. Avant ça, j'étais pendant plusieurs semaines à Niamey. Je voyage beaucoup dans la zone. Je vois l'impatience que les gens dans la rue, dans les universités, dans les marchés, dans les salons, l'impatience que les gens ont de dire
on veut devenir un peuple, un pays, un État. Et pour moi, ça va être le socle sur lequel on va vraiment pouvoir construire la première vraie intégration africaine de l'histoire. Oui, avancer, parce qu'il y a encore ces frontières artificielles qui font que le Burkinabé, pour arriver au Mali, et au Niger, etc., il y a encore quelques difficultés. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne, eux ont pris leur bic pour faire des frontières. Nous, on doit prendre nos gommes et gommer ces frontières-là. C'est pour ça que je plaide vraiment de façon très lourde pour un État unitaire. Il faut faire sauter les frontières intérieures de l'espace AES, construire un État où les gens vont pouvoir partir de là jusqu'à là, de là jusqu'à là, sans avoir à subir des contrôles de police, des escroqueries aux frontières, etc. Je veux dire, l'intégration africaine auquel on aspire va nécessiter de notre part un changement de mentalité. Il va falloir que tout un chacun, on comprenne que aimer nos pays, ça veut aussi dire ne pas être ni le corrompu ni le corrupteur. Ça veut dire qu'on doit enseigner à nos enfants de ne pas jeter les papiers par terre, de ne pas uriner dehors, de ne pas voler. Et puis, c'est pour ça que je dis, c'est plus la génération qui nous suit qui va pouvoir pleinement vivre le changement auquel nous travaillons. Mais sans l'État unitaire, ça va être difficile d'y arriver. En un an, un peu plus d'un an, même pas un an, on est passé de 3 pays à une confédération. Donc bientôt, on fêtera, il y aura le prochain sommet des chefs d'État de la confédération AES. J'espère que dans un an, on pourra parler de la fédération du Liptako. La fédération du Liptako, un souhait en tout cas que oui. vous appelez. Et pour réussir tout cela, c'est vrai, l'unité, la souveraineté, c'est aussi la question de la monnaie. C'est important aussi, non? Oui. Est-ce que vous pensez qu'après la CEDEAO, logiquement, les pays de l'AES devraient sortir de l'UEMOA? Je pense que c'est pas seulement moi qui le pense, je pense que tous nos chefs d'État le réaffirment, leur volonté, ont identifié la monnaie qui existe actuellement comme étant quelque chose qui ne nous permet pas de nous développer. Et chacun des chefs d'État l'a déjà sans complexe évoqué. Donc oui, absolument. Et je suis absolument convaincue que c'est un chantier sur lequel il est travaillé en ce moment. Mais on crée une monnaie pour aller vers le progrès, pas pour échouer. Donc il y a des bases à mettre en place. C'est un sujet sensible, ça se prépare. Ça se prépare et ça ne se prépare pas avec trompette et fanfare en plein jour. Toute discrétion, vous voulez dire. Voilà, on travaille en dessous et puis au bon moment, au moment opportun, on devient public, mais c'est quand on a tout balisé que ce moment arrive. Alors. Oui, parce que ces 3 pays aussi ont un défi commun, c'est le terrorisme. Mais il est clair aussi que la souveraineté politique et économique devrait être pour vous, c'est un préalable pour la victoire contre le terrorisme? Bien sûr, c'est-à-dire il faut avoir les moyens de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Quand vous menez des guerres asymétriques dans le monde tel qu'il a été conçu et tel qu'il existe encore aujourd'hui, ceux qui sponsorisent les terroristes vont vous accuser de violation de droits de l'homme. Vont vous dire « Ah, mais vous avez signé le traité de Rome pour la Cour pénale internationale, on va vous prendre, si vous vous battez contre les terroristes, on va dire que c'est plus des terroristes, c'est des civils. » Vous avez vu, non, ces derniers temps, ceux qui étaient terroristes il y a quelques jours, aujourd'hui on les reçoit dans les présidences occidentales, on les célèbre comme des présidents de la transition. On parle de groupes armés non étatiques. Voilà, c'est ça, on les reçoit. J'ai vu le djihadiste syrien Al-Jolani, qui est maintenant reçu comme président de la transition en Syrie par Donald Trump, par Emmanuel Macron. Mais nous, nos gens qui luttent contre les Al-Jolani, là, locaux, bon, eux, on les menace de les envoyer à La Haye, on essaye de les faire assassiner. Donc, il y a tout un contexte géopolitique international dans lequel il faut aussi manœuvrer. Il faut avoir les moyens de s'équiper pour lutter contre le terrorisme. Il faut avoir l'influence nécessaire pour faire comprendre à ceux qui sont partie prenante dans cet écosystème terroriste que
soutenir les terroristes ou financer les terroristes, c'est pas bien. Nous sommes d'État à État, nous pouvons gérer les choses différemment. Il y a tout un écosystème dont il faut tenir compte, mais ça ne doit pas empêcher le travail sur la monnaie d'avancer parce que, je veux dire, rien qu'en Afrique, il y a 54 pays, bon, nous voici 14, tous les autres là, ils gèrent leur monnaie. Il y a du terrorisme qui touche aussi d'autres pays qui gèrent leur monnaie et qui font ce qu'ils peuvent sans en plus se poser la charge de ne pas avoir la flexibilité de pouvoir utiliser un instrument de souveraineté pour se donner plus de moyens pour mettre fin à cette agression terroriste. L'économie, c'est un outil de souveraineté. L'économie est c'est un domaine de développement surtout, et au sein du domaine économique, pour financer l'économie d'un pays, pour financer un État, on a en fait, comme les humains, il y a deux pieds. Il y a le pied budgétaire et le pied monétaire. Et dans le pied budgétaire, vous avez un État qui est rigoureux, qui fonctionne bien, va essayer de collecter l'impôt, va financer son fonctionnement à travers la collecte de l'impôt. Donc, pour collecter beaucoup d'impôts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que ces populations s'enrichissent et que donc la taxe qu'il perçoit chez eux sous forme d'impôts, sous forme de taxes, etc., bon, ça soit conséquent. Mais nous, on a une économie informelle où chacun se débrouille, où l'impôt par ceux qui sont riches n'est pas payé. Donc, le pied budgétaire, là, il est un peu bancal. Et pour essayer de le redresser, on va chercher la dette. On va s'endetter à l'extérieur pour pouvoir faire fonctionner l'État. Donc, ce pied-là, il est malade. Il n'est pas chic. Et puis, le deuxième pied, là, c'est la monnaie. Mais là, on n'a même pas de pied. Donc, on est unijambiste bancal. Vous voyez qu'on ne peut pas aller très loin avec ça. Donc, il faut qu'on récupère le deuxième pied. Et puis, il faut qu'on soigne le pied qu'on a encore, c'est-à-dire qu'on diminue la part de la dette et qu'on augmente la part de collecte budgétaire. Et pour ça, il faut enrichir les populations. Une économie forte, il faut créer de la richesse. Oui. C'est important. Oui. Avoir un marché fort, les trois pays réunis, tout à fait. Oui, c'est important pour tenir ensemble. Et avoir une vision, l'AES, c'est aussi avoir une vision politique, mais aussi économique. Absolument, il faut créer un marché. On a vu ces dernières années, que ce soit avec la guerre en Ukraine où subitement des sanctions ont été prises, dont nous avons été les victimes collatérales, on va dire. En termes, on ne pouvait plus acquérir de l'engrais comme on voulait parce que ça venait de là-bas, c'était les Russes qui envoyaient, ils sont sous sanctions. Notre argent, c'est de l'euro, c'est géré par la Banque centrale européenne. Eux, ils ont mis des sanctions contre la Russie, même si nos comptes sont remplis, on ne peut pas payer. On a vu quelques années avant la pandémie du Covid-19. Subitement, toutes les frontières ont été fermées, sauf pour les riches qui pouvaient continuer d'aller se faire soigner à l'étranger. Mais ça, là, normalement, ça aurait dû nous rappeler ce que Thomas Sankara nous disait déjà à l'époque, la souveraineté alimentaire. Produisons d'abord ce que nous consommons. C'est ça la première urgence. Comme ça, même si tout est fermé autour de nous, on ne va pas mourir de faim. Produisons ce que nous consommons, diminuons la part de la dette et ensuite transformons ce que nous avons sur place ici pour ne pas exporter des produits bruts, mais pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi et pour exporter des produits finis ou à minima semi-finis. Ça va faire que les gens vont se former, on aura une main-d'œuvre qui va se qualifier, on pourra vendre plus cher des choses que les gens, ceux qui sont gentils, qui payent un peu, là, qui viennent chercher chez nous, on pourra leur dire non, dorénavant, vous ne pouvez pas sortir avec nos choses comme ça, il faudra d'abord les transformer et puis ensuite vous pourrez sortir. On ne va pas leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire. On dit si vous voulez vous installer, vous vous installez, mais vous ne prenez plus le lithium comme ça chez nous et puis vous partez avec ça. Vous allez transformer et vous allez jusqu'à ce que ça ait un format de plaquette ou de lingot et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir partir avec. Et peut-être même que vous n'allez pas partir avec. Vous allez stocker ça chez nous ici et puis vos clients à qui vous vendez là,
Ils viennent chercher ça, c'est nous qui livrons. Donc il y a tout un modèle économique à repenser sans complexe, sans se mettre, sans se limiter, même si ça n'a pas encore été fait. Nous, c'est nos pays, nos ressources, nos règles. Oui, très important. Et on est presque en fin d'émission. Qu'est-ce qui vous séduit chez les présidents de l'AES, particulièrement le président de Faso, Ibrahim Traoré? Ce qui me séduit chez eux, c'est d'abord leur patriotisme, leur courage. Parce que on a tellement peu été habitués à ça. Moi, j'ai quand même un certain âge, donc j'ai vu, bon, c'est vrai qu'au Cameroun, j'ai pas vu beaucoup de présidents passer, hein, mais sinon ailleurs, j'en ai vu beaucoup passer. Et d'avoir des gens en position qui ont compris les enjeux, qui sont conscients de ce qu'il faut faire et qui sont prêts à sacrifier leur vie, leur confort, ceux de leur famille, ceux de leurs proches, pour permettre à leur peuple d'aller vers la prospérité. J'ai beaucoup d'admiration pour le capitaine Traoré, mais aussi pour le général Tiani et le général Assimi Goïta. Alors bien sûr, il y a encore un long chemin à faire. Ils sont dans un système où il y a des traîtres, des ennemis, des gens qui essayent partout de vouloir soit les ralentir, soit vouloir carrément les éliminer. Et je pense qu'il faut aller de façon très décisive contre ces gens-là. Il faut statuer des exemples. Il faut que la traîtrise devienne quelque chose qui va pas être attrayante pour les gens autour de nous. Mais c'est vraiment principalement leur intelligence, leur patriotisme et leur courage qui me séduit. Oui. Et vous êtes confiant? Je suis confiant dans leur détermination à aller de l'avant. Maintenant, on va aussi espérer que les ancêtres vont assurer une protection autour, parce qu'il y a énormément d'attaques, il y a énormément d'antagonisme, il y a énormément de traîtrise autour, et il faut que nous tous, nous soyons leurs protecteurs. Eux, ils nous protègent dans le schéma macro. Nous devons aussi être leurs protecteurs. Protège ton frère, protège ta sœur, je suis le protecteur de mon protecteur. Oui. Vous ne recevez rien du Burkina pour mener ce combat? Ah non, à part une décoration que j'ai reçue l'autre jour et un titre fictif de ministre d'État, je crois. Oui. Non, je ne reçois rien, je n'attends rien du Burkina pour mener ce combat. Je pense que de la même façon que nous protégeons, ou nous voulons protéger, nous attelons à protéger nos dirigeants, eux aussi doivent nous protéger. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans des positions où on est attaqué, où on est menacé, peut-être que nos États doivent montrer que non, ce n'est pas des citoyens de nulle part. Ce sont nos citoyens ici. Ils se battent pour nous. Donc, si vous les touchez, ça peut avoir des conséquences. Mais ce n'est pas quelque chose de pécunier. Oh oui, ben, je fais un travail pour vous. Personne ne m'a demandé de faire un travail pour le Burkina Faso, pour le Mali ou pour le Niger. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce combat. Bien avant. Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir il y a 2 ans. Donc, et je viens d'arriver, on a dit tout à l'heure, je ne suis encore jamais venue au Faso depuis qu'il est là. Donc, vous voyez que c'est une question de conviction, tout simplement. C'est une question, on va ensemble. Un amour pour l'Afrique. On a un objectif commun. Chacun fait sa part. Bien sûr, nous serons plus efficaces si nous construisons un système, si nous organisons un système. Parce que ce que nous combattons, c'est un système. Alors, si nous restons dans nos initiatives individuelles, on va pouvoir porter des coups, mais ça ne sera jamais aussi puissant que si nous construisons un système pour faire tomber un système. Et c'est ça qui se construit et c'est ça qui effraie les autres. Et c'est pour ça qu'on vient sortir des choses, oui, ils sont payés, ils font ça parce qu'il y a de l'argent. Non. C'est du dénigrement, tout simplement. C'est du dénigrement, voilà, c'est... Mais bon. Vous êtes habitué à ça maintenant. Blindé. Ça coule.
Alors, pour terminer, quelle est votre plus grande peur pour le continent? Ma peur, c'est que on ne soit pas suffisamment conscient de l'urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le monde est en recomposition. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient, l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. On voit comment tout est en train de bouger. Et on était dans un monde, dans l'élaboration d'un monde multipolaire, avec les BRICS, et on a cette opportunité-là. Mais si on ne fait pas attention, si on n'agit pas vite, si on ne se relève pas rapidement pour montrer aux autres que nous sommes des gens debout et nous avons notre place à la table des négociations, le monde multipolaire va se limiter à un partage entre grandes puissances. Ça ne sera plus le monde unipolaire dirigé par les États-Unis, ça ne sera plus comme à la guerre froide les États-Unis et la Russie, mais ça sera peut-être la Chine, l'Inde, la Russie, avec les États-Unis qui vont s'asseoir et qui vont se dire, bon, je ne parle pas de l'Europe parce qu'eux, ils sont comme nous là, ils sont par terre, personne ne les calcule, mais il faut qu'on évite ça, il faut qu'on travaille vite, bien, pour s'assurer que nous soyons dans cette négociation, dans ce design du nouveau monde multipolaire. Sinon, on va rester encore dans un no man's land qui ne va pas nous arranger. Et on termine par votre plus grand espoir. Que l'AES devienne très rapidement la fédération du Liptako, que l'intégration réussisse, que la lutte contre le terrorisme soit un succès et que l'espace AES ne soit plus un espace que l'on traverse pour aller chercher son bonheur ailleurs ou que l'on fuit pour aller chercher son bonheur ailleurs, mais que ça devienne la destination de rêve de tous les jeunes, destination finale de rêve de tous les jeunes du continent et d'ailleurs dans le monde. Nathalie, merci d'être passée dans le fauteuil blanc ce soir. Merci de m'avoir conviée. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Nous sommes situés au Cameroun, en périphérie de Yaoundé. Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et surtout à la transformation de poissons. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons plusieurs variétés de poissons. De silure, de tilapia et la carpe. Le tout dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos méthodes d'élevage sont rigoureuses. Chaque poisson est traité avec soin du bassin jusqu'à votre table. Découvrez dès aujourd'hui nos produits frais, des filets de poissons, des conserves savoureuses de carpe, de silure et de tilapia. Des produits sains, bons, prêts à régaler tous les palais. Pour une qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries nourrit le monde une bouchée à la fois.